Bienvenue dans ce webinaire destiné aux personnes qui souhaitent étudier aux États-Unis. Je suis Céline Ouziel, je représente le Centre Éducation USA de la Commission Fulbright franco-américaine. La Commission Fulbright franco-américaine, c'est une structure, un organisme qui existe depuis 1948, qui a pour mission dans un premier temps de gérer les bourses Fulbright, mais ce ne va pas être le sujet de ce webinaire aujourd'hui. Et le Centre Éducation USA est un service de la Commission qui informe toute personne qui souhaite étudier aux États-Unis pour tout type de projet en particulier. Si vous voulez avoir des informations sur la commission, vous pouvez aller sur notre site internet www.fulbright avec un seul L-france.org. Alors le Centre Éducation USA, en fait, c'est très simple, fait partie d'un réseau international qui s'appelle Education USA, qui existe qui est représenté dans le monde entier. Donc en France, c'est la Commission franco-américaine qui abrite le centre d'information Education USA. Et si vous n'habitez pas en France, il y a forcément une personne qui représente le réseau dans votre pays de résidence, et vous pouvez trouver le centre le plus proche de chez vous en allant sur le site du département d'État educationusa.state.gov dans la rubrique Find Your Advising Center. Alors, aujourd'hui, on va parler des possibilités, des options de dernière minute, c'est-à-dire est-ce qu'il existe encore des possibilités de partir pendant le cycle 2018-2019 ? Pour beaucoup d'universités, c'est déjà trop tard. La plupart du temps, aujourd'hui, quand on me demande, voilà, je veux partir pour la rentrée 2018, dans la majorité des cas, les dossiers de candidature sont déjà clos, mais il existe encore quelques possibilités. Donc, au niveau du sommaire de ce webinaire, donc on va parler des universités qui acceptent encore des candidatures tardives, dont les dates limites ne sont pas dépassées. On va parler de la possibilité de partir en community college. Alors ça, c'est plutôt pour les personnes qui partent après le bac, hein, c'est pas pour les personnes qui ont déjà une licence. On va parler des universités qui acceptent les dossiers en rolling admissions, donc on va savoir de quoi il s'agit. Il y a des universités qui acceptent pour la rentrée de janvier 2019. Après, il y a d'autres types de programmes, donc ça, c'est pas forcément pour préparer un diplôme, mais il y a les programmes d'anglais qu'on va appeler les programmes ESL, et puis les Certificate Programs, qui sont des formations non diplômantes, mais qui sont encore ouvertes. Beaucoup sont ouvertes aux étudiants internationaux. Alors, les candidatures tardives. Donc, la plupart des universités américaines, les dates limites sont déjà dépassées. En général, ça se situe entre le 1er décembre et, on va dire, le 15 mars de l'année qui précède la rentrée. Donc, voilà, dans la majorité des cas, vous allez voir que les dates limites sont dépassées. En revanche, il y en a certaines qui acceptent encore des candidatures. Donc, par exemple, là, j'ai mis un lien, particulièrement pour ceux qui veulent partir après le bac. Donc, c'est le lien du College Board. Donc, si je clique ici, vous allez voir Colleges with later application deadlines. Donc, bon, là, c'est à partir de janvier. Donc, vous avez, par exemple, si je regarde le 30 avril,
Donc, plus on avance dans le temps, plus la liste se réduit, hein. Mais bon, il reste encore le 15 avril, mais bon, là, c'était hier, donc c'est trop tard. Donc, 30 avril, vous avez 3 universités. 1er mai, il reste encore quelques universités, hein. Donc, il y a quand même un petit peu de choix, donc c'est pas complètement perdu. Il y en a même qui acceptent jusqu'au 1er juin. En revanche, faites attention. Quelquefois, ce site que je viens vous donner, c'est pour tous les étudiants, ça comprend également les étudiants américains, et quelquefois les dates limites pour les étudiants internationaux sont différentes parce qu'il y a des démarches de visa à faire. Donc, il est très possible que même si la date limite est notée par exemple au 1er juillet, la 1er juillet pour vous c'est vraiment trop tard pour faire toutes les démarches de visa, il faut vraiment que ce soit pour vous au maximum au 1er juin, sinon vous n'aurez pas le temps de faire toutes les démarches pour pouvoir partir. Généralement, la rentrée commence à partir du mois d'août. Faites attention aussi, on peut vous demander des tests d'admission, donc notamment des tests d'anglais, comme le TOEFL ou le IELTS, et puis des tests d'aptitude générale comme le SAT ou le SAT. Donc ce sont des tests qui sont demandés par beaucoup d'universités qui proposent des bachelor's degree, donc ça c'est post-bac. J'ai pas mis, par exemple, pour ceux qui veulent entrer en master. En master, il peut y avoir d'autres tests comme le GRE. Ça, ce sont des tests qu'il faut préparer à l'avance. Il n'y a pas des dates tout le temps dans l'année. C'est possible de le passer en France, mais il faut s'y préparer et on peut pas le passer à la dernière minute. Parce que le but du jeu, c'est d'avoir un score minimum pour pouvoir prétendre à l'admission. Aussi, les démarches de visa, comme j'ai dit tout à l'heure, ne se font pas en 2 semaines. Il faut quand même, pour espérer avoir votre visa en temps et en heure, prévoir un délai d'au moins 2 mois, moi je dirais même plus, pour pouvoir faire tout ce qu'il faut au niveau du visa. Alors, deuxième option, donc ça c'est tout niveau confondu, hein, les universités qui acceptent les candidatures tardives, donc à la fois post-bac, mais il y a quelques universités de niveau master qui acceptent encore les candidatures, mais franchement, ça va pas forcément être celle qui vous intéresse. Généralement, c'est des universités qui sont pas très sélectives et qui ont besoin de remplir leur promo, hein, pour être très honnête. Ensuite, vous avez la solution des community colleges. Donc, les community colleges sont des établissements qui ne font que des formations juste après le bac. Donc, c'est pas pour les gens qui veulent faire un master ou un doctorat. Ils ne font que des formations de 2 ans, qu'on appelle des associate degrees, qui vont ressembler un petit peu à nos BTS ou à nos DUT. Mais qui peuvent éventuellement faire les 2 premières années du bachelor's degree, donc du diplôme de 4 ans qu'on peut faire après le bac. Donc au lieu d'aller directement à l'université où quelquefois là, les dates limites c'est trop tard, il faut passer le SAT, etc. Il faut faire un dossier de candidature qui est très lourd. Pour les community college, par contre, les dates limites sont déjà plus tardives qu'ailleurs, souvent autour du 1er juin. Et puis, c'est open enrollment, donc ils acceptent à peu près tout le monde. Et surtout aussi, on ne demande pas de tests comme le SAT ou le ACT. Hein, donc, ce n'est pas obligatoire, il n'y a pas de lettre de recommandation à fournir, il n'y a pas non plus de petits essais, de lettres de motivation à écrire dans la majorité des cas. Et le TOEFL est exigé pour les étudiants internationaux, mais il n'y a pas besoin d'une préparation intensive en anglais, puisque souvent les scores requis sont en dessous de 60 sur 120. Donc, il suffit de passer le test
et puis d'essayer d'avoir au moins 60, ce qui n'est pas un niveau d'anglais extra, mais de toute façon, on vous proposera une remise à niveau en anglais sur place. Donc, ce sont des établissements qui sont très accessibles, mais je répète, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour des gens qui ont déjà une licence, c'est uniquement pour les personnes qui veulent partir après le bac et qui sont très en retard sur l'admission. L'autre avantage du community college aussi, c'est le coût, puisque ça coûte généralement 3 à 5 fois moins cher qu'une université. Je vous invite à aller sur notre page YouTube pour regarder un webinaire qui a été fait l'année dernière sur les community college. Ensuite, vous avez les universités qui ont un système de rolling admission, c'est-à-dire que le bureau d'admission n'a pas de date limite et étudie les demandes d'admission au fur et à mesure qu'elles leur parviennent. Alors, il y a un peu moins de stress parce qu'il n'y a pas de date fixée. Vous pouvez candidater un petit peu quand vous voulez. Donc là, on a mis une liste d'écoles qui acceptent en rolling admissions. Mais par contre, il faut bien savoir que les procédures sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on peut très bien vous demander les mêmes tests, donc SAT, ACT pour rentrer après le bac, GRE, GMAT pour partir en master ou en doctorat. Il y aura le TOEFL à passer ou le IELTS, il y aura tout le dossier de candidature, tous vos relevés de notes, les lettres de recommandation, éventuellement un personal statement qui vous sera demandé. Donc, ce n'est pas parce que c'est rolling admissions qu'il ne faut pas faire la même chose que pour les universités qui ont fixé des dates. L'autre inconvénient de rolling admissions, c'est que la plupart du temps, les décisions concernant les aides financières sont faites plutôt en début d'année, donc vers janvier, février, maximum mars. Donc, si vous postulez après le mois de mars, vous avez quasiment aucune chance d'avoir une offre d'aide financière de la part de l'université d'accueil. De la même manière pour les autres types d'aide financière, par exemple la commission franco-américaine, les bourses Fulbright, la dette limite, c'est le 1er décembre. Donc là, c'est trop tard pour faire une demande pour tout le cycle 2018-2019. Vous avez également certaines universités, pas toutes, hein, qui peuvent vous admettre pour la rentrée de janvier. Donc, dans notre cas, janvier 2019, donc ça s'appelle le Spring Semester, par exemple. Quelquefois, il y a des universités qui acceptent, qui l'appellent aussi Winter Term. Cela dépend comment l'université découpe son calendrier. Mais quand c'est sur 3 semestres, par exemple, vous allez avoir le Fall Admission, c'est la rentrée qui commence généralement au mois d'août, milieu ou fin du mois d'août. Spring Semester, ça va être janvier. Et puis ensuite, il va y avoir la session d'été qui s'appelle la Summer Session. Donc voilà. Donc après, si c'est découpé plutôt en 4 terms, 4 sessions, ça va être Fall, Winter, Spring et Summer. Bon, en général, un certain nombre d'universités peuvent éventuellement vous permettre d'entrer en milieu d'année, donc à partir du mois de janvier, février. Donc pour ça, les deadlines sont un petit peu plus tardives. Donc par exemple, on a trouvé Boston University. La deadline pour entrer en janvier est le 1er novembre. University of Florida, c'est un petit peu plus tôt, 1er octobre. Les City University of New York, c'est encore plus tôt. Il faut déposer un dossier au 15 septembre pour ceux qui veulent rentrer après le bac ou éventuellement ceux qui ont commencé 1 ou 2 ans à l'université en France. Donc, on appelle ça des transfers. On a trouvé aussi pour Columbus State University
Dans l'Ohio, la deadline est au 1er novembre, 1er novembre pour commencer un programme undergraduate, donc c'est-à-dire après le bac, ou un programme graduate, c'est-à-dire au niveau master. Pour University of North Carolina, Wilmington, date limite 1er octobre pour les étudiants internationaux. Et sachez aussi que beaucoup de community colleges ont une rentrée en janvier. Donc, par contre, encore une fois, faites attention, il peut y avoir une information sur une date limite pour Spring Semester, mais il faut bien vérifier que cette date limite est la même pour les étudiants internationaux. Et si vous n'avez pas l'information, je vous conseille fortement de contacter le bureau d'admission directement pour vérifier que les étudiants internationaux ont l'autorisation de commencer en janvier, en milieu d'année, parce que quelquefois, ils préfèrent que vous commenciez en automne parce qu'ils préparent des réunions spécifiques pour les étudiants internationaux. Voilà. Alors, pour entrer pour Spring Semester, de même que pour Rolling Admission, les conditions d'entrée sont les mêmes. Donc, on va vous demander sans doute de passer des tests. Donc, si la date limite, c'est le 1er octobre, par exemple, sachant que les prochaines dates de SAT, c'est en mai, il faut absolument passer le SAT au mois de mai. Après, il n'y aura plus rien, plus de dates disponibles en France avant justement le 1er octobre. Donc, si la date limite, c'est le 1er novembre, vous avez encore le temps éventuellement de passer le SAT le 1er octobre, mais soyez conscient que si on vous demande ce test, il faut bien préparer tout ça bien à l'avance, puisqu'il ne faut pas attendre non plus le mois de septembre pour faire le dossier de candidature. Sachez aussi que comme pour Rolling Admission, il y a moins d'aide financière pour ceux qui veulent rentrer en janvier, parce que généralement, ils ont déjà fait leur budget et ils ont déjà attribué leurs aides financières pour tout le cycle 2018-2019. Donc, il y a quand même un certain nombre d'inconvénients pour commencer en janvier. Alors après, vous pouvez très bien aussi partir pour d'autres programmes qui ne sont pas forcément diplômants. Donc, pour des programmes d'anglais, donc English as a Second Language, donc pour apprendre ou s'améliorer en anglais, il faut quand même avoir un minimum de niveau d'anglais pour pouvoir voilà, vous débrouiller une fois que vous arrivez à l'aéroport. Donc, c'est des cours de langue en immersion, des cours sur la culture américaine. Ça peut être aussi une préparation linguistique pour poursuivre vos études aux États-Unis, hein, à tout niveau, soit au niveau post-bac, soit au niveau master ou doctorat. Donc voilà. Mais ce n'est pas parce que vous faites des cours d'anglais dans l'université où vous voulez faire votre master que vous allez forcément être admis en master par la suite. En revanche, il y a des universités qui vous admettent en conditional admission, hein, des conditions, c'est-à-dire si par exemple vous avez déjà fait un dossier de candidature mais que votre TOEFL est vraiment très faible, à ce moment-là, ils vous admettent au niveau académique s'ils trouvent que vous avez de bonnes notes, que vous avez un bon profil, et ils vous proposent de commencer par des cours d'anglais. Et si vous avez le niveau requis au bout de 3 mois ou 6 mois, vous allez enchaîner directement vers le programme académique. Et ça, c'est pas toutes les universités qui proposent ça, donc il faut vraiment vous renseigner, ça s'appelle Conditional Admission. Il faut avoir fait quand même le dossier de candidature en amont. Donc, si vous voulez partir directement pour faire juste des cours d'anglais, les appellations de ces cours sont assez différentes d'une université à l'autre, mais traditionnellement, ils appellent ça souvent Intensive English Programs. Donc, c'est des cours de 20 à 30 heures par semaine dans des colleges, des community colleges, des universités ou des centres de langue indépendants. Ça peut être des instituts qui ne sont pas du tout liés à une université.
Les cours sont par niveau. Vous n'allez pas être, si vous avez un niveau intermédiaire, on va généralement pas vous mettre avec des débutants. La première semaine, souvent, vous faites un examen de niveau et puis vous êtes placé avec des gens qui ont à peu près le même niveau que vous. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a certains programmes qui vous permettent de faire ce qu'on appelle un bridge program, c'est-à-dire une fois que vous avez atteint le niveau académique, enfin le niveau d'anglais requis, vous transférez directement vers un programme académique. Il y en a qui appellent ça American Language and Culture Programs. Donc, quelquefois, ça peut vous permettre d'obtenir des crédits académiques. Donc, en plus de cours d'anglais, vous suivez quelques petits cours de culture générale, par exemple l'histoire des États-Unis ou la culture américaine, et ça peut éventuellement vous permettre d'obtenir des crédits ou éventuellement vous préparer pour valider un programme diplômant. Dans le général, ce genre de programme, c'est plutôt pour quand vous avez déjà le niveau intermédiaire ou avancé. Ça peut aussi vous permettre simplement d'améliorer vos compétences dans une des compétences, donc expression écrite, expression orale, compréhension écrite, grammaire, etc. Si vous avez besoin de vous préparer à des concours, par exemple, en France, vous pouvez peut-être plutôt prendre des programmes qui vont vous permettre d'améliorer plus vos compétences en compréhension, en expression écrite, par exemple. Et ça peut être éventuellement un moyen de vous adapter à la culture américaine, à la vie universitaire, si plus tard vous avez l'intention d'étudier aux États-Unis. Donc, pour choisir ces programmes, vous pouvez identifier une université, un college en particulier. Donc là, vous avez 3 sites internet, le site du Accrediting Council for Continuing Education and Training, le site de la Commission on English Language Program Accreditation, donc ça accrédite, ça donne des sortes de labels de qualité à certains programmes d'anglais qui sont proposés par des universités ou des institutions. Vous avez le site Intensive English USA, c'est facile à retenir, intensiveenglish.usa.org. Vous pouvez chercher les programmes d'anglais qui vous intéressent par État, par région ou par éventuellement type de programme. Moi, j'aime bien utiliser ce site. Si je vais directement sur Internet, vous tombez sur ce site. Là, vous pouvez sélectionner la région qui vous intéresse ou alors vous sélectionnez une spécialité. Par exemple, si vous voulez faire de l'anglais, l'anglais juridique, par exemple dans le nord-est, mettons à New York, hop, ils vous sortent, voilà, j'ai trouvé 2 universités qui peuvent vous proposer des cours d'anglais spécifiquement pour les juristes. Donc, voilà, ils vous disent il y a tout niveau. Ils vous donnent les mois où vous pouvez commencer le programme. Ils vous disent à peu près combien ça coûte à un moment donné. Là, pour 6 semaines, 3 640, pour 15 semaines, etc. Ils vous disent comment ça se passe pour le logement, etc. Bon, après, si vous voulez, par contre, plus d'informations, il faut vraiment aller sur le lien de l'université. Par contre, si votre niveau d'anglais est vraiment pas terrible, bon là pour aller sur ce site, il faut déjà avoir un niveau d'anglais minimum pour ne serait-ce que comprendre ce qui est décrit sur le site, parce qu'il n'y aura pas d'informations en français. Alors à ce moment-là, je vous conseille plutôt de passer par une agence de séjour linguistique qui est basée en France et dont le personnel parle français. Donc ici à la commission, on ne peut pas vous recommander des agences directement. On n'a pas l'autorisation de faire ça. En revanche, vous pouvez aller sur ces 2 sites, le site de l'Office
de garantie des séjours linguistiques et éducatifs, où vous pouvez choisir une agence selon vos critères. Donc, si vous voulez faire un séjour linguistique en tant qu'étudiant ou adulte, voilà, séjour éducatif, séjour au pair, job, stage à l'étranger, etc. Tout ça, c'est des moyens de partir. Immersion en famille d'accueil, voilà, vous pouvez choisir et vous pouvez aussi choisir votre destination. Vous allez sur ce site, vous pouvez aussi aller sur le site de l'UNOCEL qui va également vous donner une liste d'agences de séjour linguistique qui ont reçu une sorte de label de qualité. Ce sont que des agences françaises, donc voilà, donc c'est des agences qui généralement sont basées sur le territoire français et avec qui vont s'occuper de votre inscription dans l'université d'accueil. Ça sera peut-être un petit peu plus cher, quoique, de passer par eux que d'aller directement auprès de l'université d'accueil. Mais ça sera peut-être plus pratique, surtout si votre niveau d'anglais vraiment est très faible. Ensuite, vous avez la possibilité de partir, si vous avez déjà un niveau d'anglais, je dirais plutôt intermédiaire avancé, donc faire des formations qui sont plutôt des formations professionnelles. Donc, ça s'adresse plutôt pour des gens qui ont au moins un bac+2, donc un BTS, DUT ou éventuellement une licence ou même carrément un master. Donc ça s'appelle les Certificate Programs. Ce sont des formations qui se concentrent sur l'étude d'un seul domaine en particulier. Les domaines les plus populaires, ça va être le business, donc marketing, project management, finance. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a aussi, par exemple, des formations cinéma. Je pense particulièrement à l'Université de Californie à Los Angeles qui propose ce genre de choses. Il y a aussi celle de New York qui s'appelle la New School qui propose ce type de formation. Donc, ce sont des formations plutôt de courte durée, maximum 1 an. L'orientation est beaucoup plus pratique que théorique. Ce n'est pas diplômant, donc ce n'est pas l'équivalent d'un master, par exemple, ou même d'un bachelor's. Donc, il faut bien comprendre que ça n'aura pas la même valeur sur un CV. Vous ne pouvez pas mettre master si vous êtes allé faire un programme de project management à UC Davis, par exemple. Donc, on vous a mis quelques exemples. Donc, par exemple, si je prends San Diego State, est-ce que le lien marche toujours? Donc là, vous tombez en fait sur le College of Extended Studies, donc qui est un département qui est un petit peu à part, qui est le département de formation continue pour adultes, entre guillemets. Donc, il propose plusieurs types de programmes. Donc, au niveau des programmes, vous pouvez, par exemple, j'ai peut-être pas forcément pris le meilleur exemple. On va regarder University Credits. Alors peut-être celui-là, Semester at SDSU. Donc, c'est la possibilité de passer un semestre à San Diego State avec des cours axés sur plusieurs thématiques. Donc, par exemple, business. Voilà. Donc ici, c'est les conditions. C'est 17 semaines. C'est à peu près 12 heures de cours en moyenne par semaine. Il faut quand même s'ils sont plutôt souples au niveau de l'admission, il faut quand même avoir un niveau minimum en anglais avec 80 sur 120 au TOEFL, ce qui est quand même un niveau B1, B2.
Voilà, et puis il y a des thématiques particulières. Donc là, c'est business, hospitality tourism, sustainable tourism, entertainment management, environmental studies. Voilà. Peut-être en regardant aussi celui de Columbia à New York. Donc souvent, c'est une université qui fait rêver pas mal de gens. C'est très difficile d'y entrer pour un programme diplômant. Par contre, pour leur certificate program, ça peut être un peu moins compliqué. Moi, je pense qu'il y aura peut-être par contre un petit peu de sélection, mais ça sera moins compliqué que pour rentrer dans leur programme diplômant. Donc, ils ont ce type de formation, par exemple Advanced Business. Donc là, par contre, il faut avoir l'équivalent d'un bachelor's degree, c'est-à-dire chez nous au moins une licence, ou alors il faut être professionnel dans le monde du commerce. Donc c'est un module complémentaire, hein. Ça va compléter vos études de départ. C'est pas pour quelqu'un qui sort du bac, hein, ou qui vient tout juste d'avoir un BTS par exemple. Donc il y a d'autres formations, biotechnology, advanced classics. Donc ça c'est pour plutôt préparation pour faire un doctorat. C'est pas pour tout le monde, hein. Écologie, évolution, psychologie. Donc c'est plutôt, comme c'est expliqué ici, pour les gens qui ont encore une fois un bachelor's degree ou son équivalent et qui n'ont par contre jamais fait de psychologie avant. Quantitative Studies for Finance, ça peut être un complément, ça peut peut-être être un plus si vous voulez faire plus tard un Master of Science en finance. C'est pas ça qui va vous permettre par contre, de rentrer à Columbia par la suite, hein, c'est pas automatique, mais c'est un plus. Donc après, il y a d'autres formations. Donc ça, c'est plutôt des certifications professionnelles. Donc, par exemple, il parle de CPA, ça c'est pour... Ah non, j'ai confondu avec la certification pour être comptable, expert comptable. Voilà, donc ça c'était l'exemple de Columbia, mais il y a vraiment beaucoup d'exemples. Si vous voulez avoir une liste un petit peu plus exhaustive, même s'il y a plein d'autres choses qui existent, vous allez sur notre site internet dans la rubrique documentation. Donc je vais essayer d'ouvrir la page si j'y arrive. Voilà. Vous allez dans la rubrique étudier aux États-Unis. Donc quand vous arrivez sur la page d'accueil, étudier aux États-Unis, documentation. Vous avez plein d'informations sous forme de documents PDF, notamment, par exemple, vous pouvez encore postuler pour une session d'été dans une université. Vous avez une documentation sur les cours d'anglais, programme au pair, faire un stage, travailler l'été. C'est un peu tard là, peut-être pour le visa, mais éventuellement. Vous avez donc les Certificate Programs. Donc, c'est ce document-là qui explique déjà dans un premier temps qu'est-ce que c'est qu'un Certificate Programs. Et puis ensuite, une liste non exhaustive de programmes. Il y a beaucoup d'universités en Californie qui proposent ce type de programme spécifiquement pour les étudiants internationaux. Alors, un mot sur les visas. Alors, le visa, vous ne pouvez pas le démarrer les procédures, pardon, avant d'avoir finalisé votre inscription dans le programme qui vous intéresse. Donc d'abord, faire le dossier d'inscription dans le programme de l'université, dans le programme d'anglais, Certificate Program, etc. L'université, une fois qu'elle a accepté votre admission,
va vous demander de fournir une preuve que vous avez les moyens de financer au moins 1 an d'études. Donc, elle va vous demander une certification financière, ou si vous partez que pour 4 mois pour un programme d'anglais, elle va vous demander une certification financière pour le temps de votre séjour aux États-Unis. Et une fois qu'elle a reçu cette certification financière, vous pouvez obtenir ce formulaire. L'école vous envoie le formulaire I-20, I-20, qui va vous permettre de faire votre demande de visa. Donc là, je ne vais pas détailler les démarches de visa parce que sinon j'en ai pour 1 heure, mais il faut concrètement aller sur le site de l'ambassade des États-Unis. Vous allez postuler pour un visa F1, qui est le visa d'étudiant basique. Avec le I-20, vous allez prendre rendez-vous au consulat américain à Paris uniquement. Vous pouvez faire votre demande que à Paris. Si vous habitez la France, si vous n'habitez pas en France, il faut faire la demande, il faut contacter l'ambassade des États-Unis dans votre pays de résidence pour voir comment ça fonctionne. Vous passez un entretien au consulat avec tous les documents qu'on vous demande. Si tout va bien, vous avez votre visa au bout d'1 semaine. En revanche, sachez ça peut mettre du temps en amont, déjà pour que l'école vous envoie le formulaire I-20 et pour aussi obtenir un entretien au consulat. Quelquefois, pendant l'été, en général, c'est la période la plus chargée du consulat à Paris. Donc, ça peut mettre du temps pour obtenir une date d'entretien pour votre demande de visa. Donc, c'est pour ça que souvent, il faut commencer les démarches, il faut vous inscrire dans l'école le plus tôt possible, au moins 3-4 mois avant de partir. 1 mois avant, c'est vraiment trop utopique. Voilà. Donc le visa F1, une fois que vous êtes sur place, vous avez la possibilité de travailler sur le campus, à peu près 20 heures par semaine, sauf si vous partez pour faire des cours d'anglais. C'est le seul cas de figure où vous n'avez vraiment pas du tout le droit de travailler avec le visa, ni sur le campus, ni en dehors du campus. Donc il faut absolument prévoir le budget complet pour financer tout votre programme d'anglais aux États-Unis. Et de toute façon, quand vous allez passer votre entretien au consulat américain, ils vont revérifier votre capacité à financer tout votre séjour, les frais de scolarité, le logement, les dépenses personnelles, etc. Avec le visa F1, sauf si vous faites un programme d'anglais, encore une fois, par exemple, si vous faites un Certificate Program pendant 1 année académique, c'est-à-dire à peu près 9 mois, 9 à 10 mois, vous avez le droit de faire un stage dans une entreprise américaine pendant un maximum de 12 mois. Donc ça, c'est valable après un diplôme. Donc si vous faites un bachelor's, un associate's degree ou un master, avec le visa F1, vous avez le droit à l'issue de votre programme de faire 12 mois de stage dans une entreprise américaine sans avoir à changer de visa. C'est la continuité de votre visa d'étudiant. Si vous faites un programme non diplômant de type Certificate Program, il faut faire 9 mois. Si vous faites juste 4 mois, vous n'aurez pas le droit de faire le stage. Mais si vous faites 1 année entière de programme Certificate, vous avez le droit par la suite de faire ces 12 mois de stage en entreprise. Donc après, il y a une procédure à faire, ce n'est pas automatique, il faut faire la demande une fois que vous êtes sur place auprès du bureau des étudiants internationaux, mais tout ça, ça va être expliqué normalement dès que vous arrivez sur le campus. Alors au niveau des bourses, des aides financières, alors j'ai dit au début, la plupart du temps, là, les dates limites pour le cycle 2018-2019, tout est déjà clos. Pour toutes les demandes de bourse, d'aide financière, les décisions d'offres de bourse sont prises entre janvier et mars. Donc là, il faut vraiment prévoir de financer complètement votre séjour si vous voulez partir vraiment pendant le cycle 2018-2019, même si vous voulez partir en janvier. Par exemple, à la Commission franco-américaine, nous avons la bourse Fulbright, qui est une bourse qui est
destiné aux candidats français qui vont faire un master ou un doctorat aux États-Unis. Là, la date limite, c'était le 1er décembre pour tout le cycle 2018-2019, c'est-à-dire même si vous aviez l'intention de partir en janvier 2019. Donc, là, si vous voulez postuler pour Fulbright, il faudra attendre le cycle 2019-2020 et déposer un dossier au 1er décembre 2018. Voilà, donc je vais voir si les personnes qui sont inscrites ont des questions. Je vais arrêter l'enregistrement. Si jamais vous visionnez ce webinaire, vous pourrez poser vos questions. Alors, si vous êtes basé en France, envoyez vos questions par le biais de notre formulaire de contact sur notre site internet. Si vous n'êtes pas basé en France, contactez votre centre éducation USA. Donc, je vais vous montrer très rapidement. Donc, si vous n'habitez pas en France, vous allez aller sur ce site, Find an Advising Center, si ça marche. Voilà. Location, vous choisissez, par exemple, si vous avez la chance d'habiter aux Bahamas, vous avez l'adresse, tous les coordonnées de mon ou ma collègue qui se trouve aux Bahamas. Voilà, cliquez ici et vous avez toutes les coordonnées. Donc, à la commission franco-américaine, on va répondre essentiellement aux questions des personnes qui résident en France ou éventuellement des personnes qui sont temporairement à l'étranger mais qui ont quand même fait leurs études en France. Voilà, merci de votre attention, j'arrête l'enregistrement.